Bonjour à tous, merci d'être venus me voir et merci aux organisateurs. Je suis ici pour vous parler de sécurité. Pourquoi je suis venu ici, pourquoi j'ai proposé ce talk? Parce que la sécurité dans le développement informatique, elle est souvent prise en compte à la fin du développement. Et on ne peut pas se retrouver avec une application en production piratée alors que ça aurait pu être évité pendant le développement. Moi, c'est du vécu. J'ai déjà vu un directeur de projet courir dans l'open space dans tous les sens en cherchant des développeurs pour fixer les failles parce qu'une application avait été piratée par des Russes, au hasard. Et donc, pour moi, la sécurité, elle devrait être prise en compte au cours du développement, pendant le développement, voire même avant, avec l'équipe de sécurité conjointement. Je vais vous présenter quelques failles, CORS, XSS, CSRF, injection SQL. Ce sont les failles les plus connues. Elles font partie du top 10 OWASP. L'OWASP, c'est un organisme, c'est une association, un site internet qui promeut la sécurité dans les développements et qui fournit plein de ressources et une grosse communauté pour nous aider, les développeurs, à faire des applications le plus sécurisées possible. Donc tout d'abord, Cross-Origin Resource Sharing. Donc qu'est-ce que c'est? Donc c'est pas seulement une configuration qui nous embête quand on développe du front. Comment ça marche? Alors avant, vous voyez, j'ai en plus comment fonctionnait Internet. Vous voyez, j'ai sorti en plus mes cliparts de Word 97. Comment ça fonctionnait? On avait seulement un ordinateur qui se connectait à Internet et qui allait chercher ses ressources, les ressources, donc le texte, le statique, le HTML, le CSS, le JS, et les données par un appel AJAX sur le même serveur. C'était obligatoire, sauf les iframes, mais on va s'accorder tous pour dire que les iframes, c'est pas forcément une bonne idée. Ensuite est venu CORS. Donc CORS, c'est arrivé en 2004. C'est la date à laquelle le projet a été soumis au W3C. Donc ils ont proposé de pouvoir faire des appels get, post, update, delete sur un autre serveur. Donc on pouvait faire des get en JSON-B, mais on pouvait faire que des get. On ne pouvait pas aller pour faire des bonnes API REST comme on fait maintenant. Et donc pour faire du CORS, il faut ajouter dans l'entête de la requête, il faut ajouter l'entête origin. Là, j'ai mis originexemple.org. Comme on ajoute des entêtes pour définir le contenu application JSON, bah là, il y a des entêtes spécifiques au CORS. Donc ce n'est pas qu'une configuration du front, c'est aussi une configuration du serveur. C'est les deux. En plus, dans les navigateurs modernes, donc maintenant dans toutes les dernières versions, ils utilisent ça. Ça s'appelle une requête preflight. Alors c'est pas du get, du post, du delete ou du update, c'est une option. Cette option, elle sert à faire c'est une pré-requête qui va aller chercher la configuration du serveur, c'est-à-dire quelles sont les requêtes que moi j'ai le droit de faire sur ce serveur-là. Et donc, quand vous voyez en debug dans votre Chrome ou dans votre Firefox, vous voyez une requête option, et bien c'est celle-là, cette requête, le preflight. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir? Donc, dans l'entête, dans ce preflight, on va aussi préciser l'origine, d'où on vient, quel est notre serveur front. On peut ajouter, si on veut, quelles sont les méthodes et les variables du header qu'on va utiliser. Et il va nous répondre avec les méthodes qu'on a le droit d'utiliser, est-ce qu'on utilise du credential, est-ce qu'on expose des headers particuliers, quelle est la durée de vie de toute cette configuration-là, et voilà. Donc c'est une configuration serveur, comme je disais, donc il ne faut pas mettre étoile comme ça, même en développement. La sécurité, c'est dès le développement. Si on met des étoiles ici, il y a des chances que ça finisse en production. Donc si on met étoile, évidemment, ça ouvre notre serveur à tous les fronts possibles.
Donc on peut se faire piquer des données, utiliser des données, tout le monde peut y accéder. Donc c'est pas top. Mais il faut aussi faire attention à quelle configuration on met. Si on mettait par exemple, si on travaillait chez Google, et qu'on mettait un étoile google.com, comme ça on se dit, on gère tous les sous-domaines, c'est simple. Et ben c'est pas forcément mieux, parce que si on met, si un attaquant utilise le nom de domaine notgoogle.com, et ben il pourra accéder à notre serveur. Même chose si on le met à la fin, et ben il pourrait prendre le sous-domaine de evil.com, google.com.evil.com, et du coup il peut accéder à nos données. Donc il faut faire très attention à cette configuration. Donc quel est l'intérêt de cette protection? Eh bien c'est de limiter la surface de couverture. En sécurité informatique, c'est une notion qui est très importante. Ça permet du coup de limiter les attaques. Plus on limite la surface de couverture de notre appli, surface d'attaque de notre appli, et moins on a de chances d'être attaqué. Donc les attaques, une fois qu'on a une surface d'attaque, une attaque possible peut être le XSS. Donc c'est cross-site scripting. C'est pas CSS, parce que CSS était déjà pris, alors ils ont pris XSS. Et donc pour illustrer le cross-site scripting, on va faire un petit peu de démonstration. Alors ici j'ai une application, c'est très simple, c'est du HTML, j'ai mon petit serveur, j'ajoute un paramètre, name est égal à web2dev, je ne sais pas si on voit pas très bien, mais en fait j'ai rajouté dans l'URL un nom, une variable, ce qui est name, et qui est égale à web2dev, et donc elle est affichée ici. Si à la place je rajoute une petite chaîne de caractères un peu particulière, qui est la balise HTML script, et dedans je fais un alert document.cookie. Là j'ai les cookies qui s'affichent. Donc les cookies, pour rappel, on y stocke des tokens d'authentification et plein d'informations sur les utilisateurs. Donc ce sont des données un peu sensibles. Donc comment j'en suis arrivé là sur ma petite application HTML et JavaScript? Donc là, on doit pouvoir voir. J'ai récupéré les paramètres de l'URL et je l'affiche avec un document.write. Donc là, on va tous s'accorder à dire, vous allez me dire, mais moi, je fais pas ça en production, maintenant c'est fini. Je fais du Angular, du React, du Vue. Qui fait du React dans la salle? Qui fait du Vue? C'est à peu près pareil. J'ai l'exemple pour les deux. J'ai pas l'exemple pour Angular parce que moi j'aime bien Angular, alors j'ai pas fait d'exemple qui troll Angular. Donc j'ai une application React qui est là. J'ai la même chose, j'ai rajouté dans l'URL un petit paramètre. Si je mets web2day, il affiche web2day. Donc il récupère simplement le paramètre et puis il l'affiche. Et donc si je fais ma petite... je peux le faire en plus. Tac. Si je refais ma petite chaîne de caractères, document.cookie, tac. Hop, je fais des typos, tac. Donc là il est intelligent. Il va pas tout afficher, en plus il affiche même pas la fin du HTML et tout. Enfin, là on se sent en sécurité. Mais si je fais ça j'ai mis en caractère échappé dans l'URL, j'ai mis un lien avec l'attribut onMouseOver. On va faire le alert pour afficher les cookies. Et donc là, j'affiche les cookies. Et donc potentiellement, c'est une faille. Alors comment on en est arrivé là? Parce que vous allez me dire, vous n'avez pas de faille XSS. Alors, c'est ce fichier-là. J'ai utilisé le dangerous set inner HTML, qui est un attribut qui permet de mettre du HTML dynamiquement. En vue,
c'est v-html, ça fait exactement le même comportement. Et vous allez me dire, Dangerous set inner HTML, moi je l'utilise pas, parce que dans le nom c'est marqué Dangerous, alors forcément je ne vais pas l'utiliser, normalement. Mais est-ce que vous n'avez pas une librairie qui l'utiliserait? Par exemple, MyUI org Material UI, quelque chose qui est assez utilisé. Je ne sais pas si vous voyez très bien, mais il y a beaucoup de. J'ai cherché Dangerous set inner HTML, il y en a partout. C'est quelque chose qui est, je ne sais pas si on va pouvoir voir, il y a 47 000 étoiles sur GitHub, et ils utilisent ça. Après, ils peuvent très bien l'utiliser, échapper les caractères, sécuriser, mais est-ce qu'on en est vraiment sûr? Donc la leçon ici, c'est de faire bien attention à ces composants, les composants qu'on utilise, est-ce qu'ils sont sécurisés? Il y avait une présentation hier sur les dépendances, et bien là on est exactement dedans. Il faut surveiller ces dépendances. Tac, je suis dans les temps. Donc j'ai fait un exemple simple, j'ai fait un exemple. Donc les attaques possibles, une fois qu'on a les cookies, on peut les envoyer sur un autre serveur. On peut se faire passer pour un utilisateur, on peut récupérer de données, faire du phishing, on peut faire plein de choses avec ça. C'est la limite, c'est notre imagination. Donc on a quelques moyens pour s'en défendre, donc il faut faire attention évidemment à tout le HTML et tout le JavaScript qu'on met dedans. Il y a une possibilité de protection, c'est le Content Security Policy. C'est une configuration du front qui permet de dire mes CSS, ils viennent que de tel domaine. Mon JavaScript, il vient que de tel domaine. C'est une protection. Je vous le dis, je vais peut-être le répéter encore, mais en sécurité informatique, il n'y a pas de silver bullet, il n'y a pas de méthode magique pour sécuriser un site. Il faut faire attention à tout ce qu'on fait. Ensuite, le cross-site request forgery, donc c'est le fameux, pour les personnes qui font du Spring, ils rajoutent dans Spring Security le config, le token CSRF, sans trop savoir pourquoi. Alors une attaque CSRF, c'est quoi? Donc là, j'ai ma personne qui est malveillante, qui envoie sur un forum, on est sur un forum de discussion, elle envoie un message à l'administrateur. Dans le message, alors le message, ça peut être une image, ça peut être du contenu de texte, ça peut être du texte joliment mis en HTML avec peut-être du JavaScript dedans. Donc il envoie du contenu à l'administrateur. L'administrateur, rien qu'en ouvrant, peut-être qu'il y avait du code qui va s'exécuter et qui va exécuter cette URL-là. Elle va s'exécuter, du coup, comme si c'était l'administrateur qui cliquait dessus. Donc en tant qu'administrateur, avec les cookies, parce que quand on clique sur une URL ou quand on accède à un autre serveur, beaucoup de cookies sont envoyés, pas tous. Et donc ça va supprimer la personne. Donc le moyen de contourner, on ajoute un token, donc un token, un jeton. Au moment de la génération de la page HTML, on va ajouter à la fin du lien un paramètre qui va être un jeton, qui au moment où on va exécuter l'URL, le serveur va récupérer le token et voir si c'est bien lui qui l'a généré. Donc ça permet de surveiller les liens qui ont été mis. Par contre, si l'attaquant est très intelligent et il arrive à bien manipuler votre application, est-ce qu'il ne pourrait pas récupérer un token quelque part, le rajouter ailleurs, essayer de duper le serveur? Est-ce que la vérification du token elle est fiable selon les systèmes? À voir, en fonction des frameworks. Donc encore une fois, il n'y a pas de solution magique. Il faut surveiller. Si on n'a pas de faille XSS, peut-être qu'on peut se prémunir de pas mal d'attaques CSRF. Et enfin, le dernier, l'injection SQL. Les injections, de manière générale, c'est la faille numéro 1 du Top 10 OWASP. C'est-à-dire que les injections, c'est le plus gros risque que vous avez quand vous développez une application. Donc il faut faire très attention à ça. Là, je vais vous représenter l'injection SQL. Donc on imagine un formulaire, donc on va prendre celui de droite pour s'inscrire à une newsletter. Derrière ceci, on ne voit pas très bien le jaune, c'est pas grave. Derrière ce formulaire, j'ai ma requête SQL qui va insérer dans la table des subscribers
la valeur, et je vais juste mettre l'adresse mail. Donc c'est assez simple. Sauf que si, à la place d'une adresse mail, je rajoute cette petite chaîne de caractères, qui est un bout de SQL, plusieurs bouts de SQL mis l'un à la côté de l'autre, ça va exécuter ce script-là. Ça va insérer une valeur pour terminer la requête d'insert d'origine, supprimer toute la liste, et faire une petite requête pour pouvoir fermer la requête SQL initiale, pour pas que la transaction échoue. Et donc je peux simplement, comme ça, supprimer toute la base de mon client. Donc, comment on peut s'en prémunir de ça ? Donc tous les frameworks, les ORM, ils proposent d'échapper les caractères. Donc en Java, on utilise un prepare statement. Tous les langages ont un moyen d'échapper ces caractères. Il faut être sûr que toutes nos requêtes passent par ces requêtes échappées. En conclusion, donc, il faut aller sur le site de l'OWASP. Sur le site de l'OWASP, il y a beaucoup de ressources. Il y a notamment quelque chose que je trouve très intéressant, c'est une liste de chaînes de caractères à utiliser pour exploiter les failles XSS. Donc prenez vos applications web que vous développez et copiez-coller les chaînes de caractères. Donc c'est pas mal de choses incompréhensibles avec des caractères échappés, suréchappés, etc. URL encodé pour tester tous les échappements de caractères. Il faut aussi, j'ai pas forcément beaucoup de temps pour en parler, mais il faut surveiller ces dépendances. Il y a beaucoup d'outils qui, du coup, sur le WASP, un outil, j'ai oublié le nom, mais il y a Nix, qui est aussi un outil gratuit pour l'open source, mais payant pour une utilisation commerciale, mais qui va vérifier vos dépendances. Et cet outil, il peut être ajouté dans votre CI, dans votre intégration continue. Donc au fur et à mesure que vous développez, on commit, on push, et en même temps que vous passez tous vos tests unitaires, on va faire une vérification de toutes les dépendances, pour savoir s'il n'y a pas de faille de sécurité connue. Donc je vous remercie beaucoup de votre attention, et j'espère que ça va vous aider un petit peu à sécuriser vos applications. Merci.